Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à l'émission Histoire d'un parcours et bienvenue à mon invité Christian Persan, tête de liste des élections européennes dernières et un homme au parcours très intéressant et très riche, comme vous allez le voir au fil de cette rencontre. Alors, sans tarder, je présente Christian Persan, homme politique, aussi entrepreneur, donc un capitaine d'industrie, si on peut vous appeler ainsi. Et Christian Persan, avant d'arriver à la politique, vous avez mis un peu de temps pour vous engager dans la politique, bien que tout jeune, tout enfant, à 8 ans, 9 ans, vous vous disiez que vous allez faire de la politique. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. Je suis venu à la politique avec l'UDLEF très récemment, puisque M. Ahmed Lerkim, notre président, a créé le parti il y a seulement 2 ans. Mais l'ambition, ou peut-être le rêve, en tout cas, d'enfant, de faire un jour de la politique au niveau national, s'est imposé quand j'avais 8 à 9 ans, en discutant donc avec ma grand-mère, qui porte le même nom que moi. Person, parce que c'est du côté de mon père. Et donc l'idée est venue parce que ma grand-mère, Françoise Person, était veuve de guerre, et elle me parlait beaucoup de l'occupation allemande en Bretagne. Et particulièrement de mon grand-père, donc Yves Person, qui est revenu. En fait, il avait été prisonnier de guerre. Il a travaillé dans des mines de sel en Allemagne, et quand il est revenu à l'hôpital en Bretagne, c'était pour y mourir, en fait. Et donc très tôt, après avoir entendu ces récits, je me suis dit, parce que j'étais toujours premier de classe, premier de mon école et tout ça, un jour, voilà, pour protéger ma grand-mère, eh bien, un jour, je ferai de la politique. Alors, votre grand-mère était veuve très jeune. Elle avait votre papa qui avait à peine 4 ans. Exactement. Mais c'est qu'elle était aussi orpheline. Du coup, elle s'est retrouvée orpheline et veuve très jeune, sans protection. Ce qui vous a amené à penser à la protéger? En fait, j'ai eu l'intuition à l'entendre que ça signifiait, en fait, dans son propos, c'est que les dirigeants politiques de son époque n'avaient pas été à la hauteur. Et donc, quelque part, les Allemands étaient venus comme ça en France. On sait dans quelles circonstances, mais je me suis dit, un jour, je ferai en sorte que cela ne puisse pas arriver. Voilà. Et ce jour, vous avez mis du temps pour vous engager politiquement. Avant d'arriver à l'UDLEF, vous avez fait une tentative dans un petit parti, Alternative Libérale. Exactement. C'est en 95 C'était, alors que ça commence à dater un peu, c'était un peu plus tard que ça, en 2006-2007. 2007, voilà. D'accord, oui. Donc c'était un parti qui essayait de faire la synthèse entre la droite libérale, un peu issue de la pensée d'Alain Madelin, et puis une optique un peu plus libertaire, un peu plus... Par exemple, on avait le plus jeune candidat à la candidature pour les présidentielles de 2007, dans ces eaux-là, Édouard Filias à l'époque, et on était les seuls partis à proposer, par exemple, la légalisation du cannabis. Ça, c'était plutôt libertaire, on va dire. Mais on avait également une grande préoccupation sur la liberté d'entreprendre, les libertés publiques, les libertés individuelles, qui sont le cœur, selon moi, de la démocratie. Mais avant ça, vous étiez directeur ou directeur adjoint d'une revue d'étudiants sud-coréens. Cette revue vous a permis d'être au contact du monde politique. Vous avez interviewé pas mal de ministres sud-coréens et français également. Exactement. En fait, pendant mes études, j'ai été à Nanterre et j'ai eu la chance de rencontrer un étudiant coréen qui s'est avéré être le futur conseiller du président de la République en Corée du Sud, qui a été mon mentor pendant plus de 15 ans, qui est toujours vivant, mais on est un peu, on se voit beaucoup moins. Et donc j'ai effectivement interviewé beaucoup d'hommes politiques à l'époque et j'ai été invité à Séoul par le gouvernement.
où j'ai rencontré un compagnon de route du président Kim Dae-jung. C'était de mémoire, ça c'était en 1999. Voilà. Oui, bon, donc là, ça y est, vous entrez dans le monde politique par le biais de la presse. Par le biais de la presse. Oui, ça s'est fait comme ça. En fait, il faut savoir, les hommes politiques ont une relation très particulière avec les médias, avec la presse, parce qu'à travers le journaliste, à travers son écoute, à travers sa caméra, ils peuvent toucher leur public. Donc, il y a une relation extrêmement, on va dire, conviviale, en tout cas assez facile entre le journaliste et le politique. Généralement, le politique est très conciliant envers le journaliste. Exactement. Limite, on va dire un peu séducteur aussi à l'égard. Ouais. Oui. C'est-à-dire parce qu'il voit en le journaliste son porte-parole, en quelque sorte. Hein, c'est lui qui ouvre la voie pour être au contact du public. Exactement. Exactement. Voilà. C'est un risque de basculer dans la connivence. Bon, il faut être à la fois proche pour entendre. Hein, et moi, je me rappelle, j'avais le souci de rencontrer, de vraiment questionner et de libérer la parole de mon interlocuteur, de le laisser s'exprimer. Et je me rappelle, j'ai mis un point d'honneur en fait à rencontrer tout le spectre. Donc j'ai balayé tout le monde en fait, pour ne pas être partial. Oui, donc c'est la découverte du monde politique. Nous, donc, on a été à Alternative Libérale. Alternative Libérale, vous aviez mené une campagne avec un budget des plus réduits, 3 000 €. C'était pour les législatives. Bien, oui, et ça c'est à la fois le grand défi et sans doute le scandale en fait qui empêche le renouvellement de la vie politique en France. C'est que notre parti à l'époque était tout petit, Alternative Libérale, il y avait 2000 adhérents. Oui, voilà, mais il accédait assez facilement aux médias. Par contre, la question, c'est quand on veut être candidat, on a le droit d'être candidat, heureusement encore. Par contre, il faut payer ce qu'on appelle le matériel de propagande, c'est-à-dire la profession de foi, les affiches, les bulletins de vote parfois. Enfin, c'était le cas aux européennes jusqu'à hier. Et ça, imaginez, il y a enfin, au moins, si je prends l'exemple des européennes qui sont toutes fraîches, voilà, nous on a imprimé 4 millions de bulletins pour toute l'Île-de-France, on aurait dû en produire 20 millions. Bon, ce qui veut dire qu'on est au moins dans les 400-500 000 € par parti. Donc évidemment, il y a un ticket d'entrée qui est extrêmement cher. J'ai évalué à peu près à 300-400 tonnes, peut-être beaucoup plus d'ailleurs, de papier qui ont été détruits pour une journée d'élection. Alors que des pays comme l'Estonie, les pays baltes, on a une carte d'identité nationale qui est cryptée et qui permet de voter. Donc il n'y a pas de papier. Et je vous passe les détails, c'est-à-dire que pour livrer les centaines de tonnes de papier, il faut également des camions, il faut des personnes qui travaillent. Voilà, donc le bilan carbone, il est désastreux. Le bilan démocratique, c'est une catastrophe, mais le bilan carbone, c'est pas mal. Hein. Oui, alors donc, on voit bien que pour entrer dans la vie politique, il faut avoir les moyens financiers. N'est pas politicien qui veut, n'est pas candidat qui veut. Il y a un verrou, je pense d'ailleurs que c'est relativement grave, parce que il y a des journalistes, notamment, enfin je ne vais pas les citer, ça ne serait pas à leur avantage, mais qui m'ont dit, vous êtes sur une petite liste, vous êtes tête de liste d'une petite liste. Je dis, j'ai pas l'impression de parler à un petit journaliste, monsieur. Et puis on a un parti défend un programme, des idées, et on a les dimensions de son parti. Et nous, j'ai l'impression qu'on est plutôt ambitieux. Oui, alors sinon vous n'auriez pas fait tout ce parcours, on va venir à l'ambition. Avec Alternative Libérale, vous avez eu accès aux médias, même à Canal+, à pas mal de grands médias. Je faisais partie du comité de direction du parti, donc c'est moi qui recrutais les futurs candidats. On a eu des candidats aux législatives dans presque toute la France. Notre président était très médiatique. Il avait fait Sciences Po, HEC, et il savait y faire. On avait l'appui de quelques patrons, quelques grands patrons, et on a eu
pas nécessairement de presse, mais en tout cas des gens qui avaient des moyens et qui se reconnaissaient dans les idées libérales. Et de ce fait, je pense notamment à Henri Larman, qui était le patron de Schneider Electric, une boîte qui pèse plusieurs milliards d'euros. Et donc grâce à ça, grâce à cet appui, on pouvait accéder aux médias. Moi, personnellement, j'ai pas participé. Alors, Alternative libérale a enregistré quand même de beaux scores aux législatives, même si elle n'a pas eu de siège, mais pour un parti débutant, c'était encourageant. C'était une école, en fait. C'était une école de la pratique et de la pensée politique pour moi, en dehors de l'école, enfin de l'université où j'ai passé du temps. Mais là, c'est se confronter vraiment au réel. Hein. Et défendre des idées libérales en France, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, vous avez laissé des plumes, notamment vous êtes retrouvé au chômage au terme de cette expérience. Alors c'est pas tout à fait concomitant, mais effectivement c'est à peu près à cette époque-là. J'ai travaillé à l'époque, j'ai quitté le secteur semi-public, parapublic, hein, où j'accompagnais les demandeurs d'emploi, et puis j'ai voulu faire une formation de DRH, et à l'issue de cette formation, le retour n'a pas été concluant, le retour sur mon poste, et ça aboutit à une situation de chômage, effectivement, de perte d'emploi. Alors là, on revient à l'ambitieux, on revient à l'homme des défis, et comme ça, de but en blanc, vous créez votre entreprise. Oui, sacré challenge. Hein, chômage. Ouais, le chômage en France est structurellement très élevé, plus élevé que dans tous les autres pays de l'Union européenne. On est sans doute officiellement à 10%, vraisemblablement à 20%. Il y a peu de fluctuations. Et donc, j'ai créé une entreprise dans le portage salarial. Donc, j'accompagne des gens qui ont trouvé une mission chez un client et je les accompagne pour réaliser cette mission. Donc, le temps de la mission, ils deviennent mon salarié. Ça s'appelle du portage salarial. Voilà. Donc, un secteur en énorme croissance depuis 15 à 20 ans. Et alors, cette entreprise est née, comme toutes les autres entreprises, petite, et aujourd'hui, elle a pris de l'ampleur. Vous avez des filiales, même à l'étranger. Alors, parlez-nous un petit peu de cette expérience avant de revenir au parcours politique, parce que ça va un petit peu de pair. Ah oui, c'est les difficultés de la vie d'entrepreneur qui m'ont révolté et qui m'ont donné envie de m'engager politiquement. Voilà. Avant d'arriver là, donc cette petite société, elle vous a permis déjà de décrocher la palme du meilleur entrepreneur en 2008-2009. Alors oui, en fait j'ai été lauréat dans le département du 92, donc près de Paris. J'ai été lauréat du réseau Entreprendre qui m'a donné un prêt d'honneur, donc sans intérêt, pour développer cette entreprise. Alors c'était assez étrange, je me rappelle, à l'époque j'avais 1700 € d'indemnité de chômage et j'ai imprimé sur ma petite imprimante dans mon appartement 9 bulletins de paye dont le plus élevé était de 5000 € net par mois. Et je portais donc salarialement un ancien directeur d'usine dans la métallurgie le temps d'une mission d'audit pour un client. Et j'ai imprimé dans mon appartement, un studio, un bulletin de paye de 6 000 €. Alors que vous touchiez 1700. Exactement. C'était un peu paradoxe que vous aviez un petit peu du mal à vivre, non ? Pas du tout, non, parce que en fait, un entrepreneur, il a deux façons de se rémunérer, son salaire immédiat et la valeur qu'il crée, la valeur de ses actions en quelque sorte. Ses actions sont Donc on a toujours le sentiment que l'on est en train de créer de la valeur. Voilà. Oui, on est toujours gagnant en créant de la valeur. Alors donc, vous avez consacré pratiquement tout votre temps à votre entreprise. Et vous avez mis, entre parenthèses, votre vie politique. Alors, entre-temps, votre entreprise a pris de l'ampleur. Vous êtes arrivé à employer combien de personnes ? Le maximum, ça a été 140 salariés en comptant les 3 filiales, France, Tunisie, Togo. Donc vous avez même été au-delà des frontières françaises. En Tunisie, 20 salariés ? On a été un peu plus de 20 jusqu'à 22, 23 exactement. Oui, et au Togo, une vingtaine de rédacteurs pour 2 gros sites internet, notamment Africa Top Sport, qui est un des plus gros sites d'Afrique de l'Ouest sur particulièrement le football.
et qui est un levier en fait pour la notoriété de ma société principale de humanisme dans le portage. Eh bien alors, magnifique. Le succès professionnel a donné des idées pour revenir à la politique. Et alors, ce retour à la politique, s'est fait un petit peu accidentellement, c'était calculé. Comment que s'est fait le retour? Eh bien, en fait, dès le début, je me suis dit que le portage salarial, ça pouvait être un moyen d'industrialiser l'accompagnement de milliers, peut-être demain, de dizaines de milliers de chômeurs porteurs de projets de création d'entreprise. Donc, on a fait de la recherche. Quand on fait de la recherche en France, on a le droit à des subventions, en tout cas une forme de crédit d'impôt. Et ça provoque en retour des contrôles fiscaux à n'en plus finir. Voilà. Et donc j'ai bénéficié, c'est ironique bien sûr, d'environ 20 ans de contrôle fiscal en 9 ans d'entreprise, puisqu'ils ont contrôlé mes 3 filiales également. Donc le total cumulé fait 20 ans de contrôle fiscal, et on peut en dire autant des contrôles URSSAF, de la sécurité sociale, encore autant. C'est-à-dire, voilà, donc j'ai 20 ans de contrôle URSSAF. Un véritable harcèlement. C'est très dur. Administratif. Oui, c'est très très dur. C'est un harcèlement, je le ressens comme ça. C'est une forme de violence en fait. C'est une forme d'agressivité, pas d'une personne vers moi, mais d'une structure. L'administration. Ouais, voilà, l'administration avec un grand A, qui a des moyens absolument, des moyens sans limite. On a en face de nous, lors d'un contrôle, des gens très intelligents qui ont passé un concours difficile et qui sont diplômés et qui sont experts dans leur domaine. Dans le droit du travail pour l'inspecteur du travail, dans le social pour l'inspecteur de l'URSSAF et dans la fiscalité pour l'inspecteur des impôts. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous essayez d'être compétent sur votre domaine. Et sur les 3 domaines. C'est ce qu'on devrait, mais personne n'y arrive. Mais justement, dans un pays marqué par le chômage, où on a du mal à créer des emplois, vous ne trouvez pas que c'est un petit peu révoltant pour un entrepreneur de subir un harcèlement pareil? Mais je suis ancien conseiller du service public de l'emploi. J'ai travaillé 12 ans à accompagner des demandeurs d'emploi dans Paris. Et moi, j'ai l'intime conviction que le chômage est une construction sociale. C'est-à-dire que les Français, par des décisions successives depuis 50 ans, ont créé artificiellement la pénurie. C'est-à-dire qu'il y a le paradoxe, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de travail, mais il n'y a pas les emplois correspondants. C'est-à-dire le travail, vous avez besoin de quelqu'un pour faire votre salle de bain ou vous avez besoin d'un médecin, mais vous ne le trouvez pas parce qu'il n'y en a pas. Donc il y a du travail, si vous voulez, mais il n'y a pas les emplois correspondants. Mais parfois, on a l'ouvrier, l'artisan, celui qui peut faire ce travail, mais il n'est pas structuré. On va aller le chercher dans le bon coin, on va aller le chercher dans le bouche à oreille. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas créer une entreprise, vous allez avoir un certain nombre de maçons, de plombiers, de menuisiers, parce que vous risquez de tomber sous le coup de cet harcèlement de l'URSSAF, de l'inspection du travail. C'est ça, mais on l'a vu également avec les chauffeurs Uber, les chauffeurs VTC. Exemple, oui. On sait que dans la communauté maghrébine en Île-de-France, il y a énormément de succès. Il y a eu beaucoup de chauffeurs VTC. Et puis, ça c'est la France, à un moment, on a réglementé. Et le problème de la réglementation, c'est que ça étouffe l'activité. Ça étouffe, et donc avant, dans le 8e arrondissement de Paris, en 2 minutes, vous avez un chauffeur et une belle voiture VTC, une Peugeot, des berlines. Ouais. Et aujourd'hui, il faut attendre 5 à 10 minutes parce qu'il y en a 10 fois moins des chauffeurs. Donc c'est un exemple, même s'il faut réguler les activités, le réflexe des Français, c'est de créer des réglementations en permanence. C'est-à-dire on a un talent pour créer du texte en permanence. On a l'impression que c'est un système qui encourage la paresse. Parce que, finalement, au lieu de subir autant de harcèlement, au lieu de subir autant d'embêtements, vaut mieux aller toucher les acédiques. Moi, j'ai vu pas mal de jeunes préférer toucher les acédiques parce que finalement, c'est plus intéressant. On a la CMU, on a l'APL, on a des aides sociales d'un peu partout.
Et finalement, quelqu'un qui travaille pour 1800 euros, 1500 euros, il travaille en réalité pour 300 euros. Oui, c'est juste, c'est un bon exemple. Mais enfin bon, c'est tout le système. En fait, c'est tout le système qui fonctionne comme ça. On avait évoqué, j'avais évoqué moi le monopole de la sécurité sociale qui date de l'après-guerre, hein, en octobre 1945. Je crois que les communistes faisaient partie du gouvernement et ils ont mis en place ces institutions. Et aujourd'hui, ben voilà, sur chaque fiche de paye, il y a 50% qui est consacré au fonctionnement de la Sécu. Oui. Voilà. Avec les conséquences que l'on sait, c'est-à-dire que quand on verse 1000 euros de salaire à quelqu'un, il en coûte 2000. Et comme on aime bien faire des procès en France, ben, chaque rupture du contrat de travail donne lieu à un procès devant la juridiction des prud'hommes et ça donne lieu encore à des indemnités au détriment de l'entreprise. Alors tout ça, ça vous a révolté. Ça vous a amené à retourner à la vie politique pour lutter justement contre ce harcèlement, contre l'URSSAF, cet organisme qui prend pratiquement tout un salaire. Hein, pour 1000 euros, vous payez 1000 euros de l'autre côté. Voilà. C'est-à-dire un salarié qui perçoit 1500 euros, le patron débourse 3000 euros. Oui, et puis avec deux points à noter, c'est que cette URSSAF, c'est en fait l'union de recouvrement. En fait, c'est un organisme de recouvrement. C'est comme un formidable huissier, en fait, un huissier de justice en charge de calculer votre dette, voire parfois de la créer. Généralement, il la crée. Et ensuite, dès que vous ouvrez votre entreprise, il est le premier à se pointer. Voilà, vous êtes débiteur à vie, et donc si on prend un peu de hauteur par rapport à ce système, tout le monde semble en bénéficier. Tout le monde a des aides, peut avoir des aides de la CAF, des aides de l'assurance maladie, des aides de l'assurance vieillesse. Sauf que cet énorme système de ponction et de redistribution fonctionne de plus en plus mal parce qu'il est de plus en plus lourd. Et donc l'URSSAF a accumulé une dette environ de 140 milliards d'euros et qui est confiée à la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale. C'est un peu technique, pardon, mais en tout cas cette caisse, elle a un paquet de dettes qu'elle va vendre sur les marchés étrangers, par exemple en Chine. Et des Chinois achètent de la dette de la sécurité sociale française. C'est beau, ça. Voilà, c'est beau comme système, hein, voilà. Et il ne fera pas faillite celui-là, tant qu'il pourra nous faire les poches. Alors donc, cette révolte vous a amené à retourner à la politique et à une naissance de l'UDELF. Voilà. Alors, racontez-nous cette histoire. L'UDELF a été créé par Monsieur Ahmet Larkim, hein, donc, qui a quelques années de plus que moi, qui est un ingénieur de l'aéronautique d'origine marocaine. Hein, il y a sa biographie sur notre site. Et Ahmed, on a les mêmes idées libérales, en fait. Libérales, on va dire de centre droit, laïque. Donc on s'est retrouvés, il y a des vraies affinités idéologiques et aussi une inspiration un peu de ce qu'il y a de mieux aux États-Unis, puisqu'il a également une résidence là-bas, c'est-à-dire la capacité à créer une activité, une entreprise. Et il y a beaucoup de gens d'origine étrangère aux États-Unis, de toutes origines, qui peuvent créer une entreprise. Bon, en ce moment, on en parle un peu dans des termes... voilà. Alors, on prend une petite pause et on revient pour la seconde partie de Histoire d'un parcours. De nouveau avec Histoire d'un parcours et avec Christian Persan, un homme politique, un entrepreneur, un opérateur économique et surtout un homme de défi, que ce soit en politique ou en entreprise. C'est l'homme des grands challenges. Et on va venir justement, on parlait au tout début, à la fin de la première partie, on parlait de la création de l'UDELF. Un véritable challenge aussi, puisque vous avez connu Ahmed sur un réseau social. Exactement.
sur le réseau LinkedIn, tout le monde connaît. Hein, Oui, c'est le réseau des cadres, beaucoup de cadres, même tous les cadres, à mon avis, tous les cadres d'Île-de-France. Et aujourd'hui, même j'ai beaucoup de connexions en Afrique du Nord. Partout dans le monde en fait. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'on avait des intérêts communs. Des atomes crochus. Ouais, qu'on voyait les choses de la même façon. Lui, beaucoup sur la question de la diversité. La réussite, la reconnaissance. Donc des thèmes qui me touchaient aussi, puisque quelque part, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure suite aux élections de hier, et puis il m'a raconté comment il est arrivé jeune ingénieur hébergé dans les foyers de la Sonacotra, et comment il aidait des ouvriers d'Afrique du Nord qui travaillaient chez Renault à écrire leurs lettres à leur famille, passer du temps chaque semaine pour rédiger les courriers à la famille, parce que ces personnes ne savaient pas toujours bien écrire. Ouais. À l'époque, le seul moyen de communication, c'était les lettres. Hein. Voilà, il n'y avait pas, il y avait pas de téléphone, voilà. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas tout ce... Voilà. Donc moi je pense, je retrouvais également cette conviction. Bon, la France a besoin d'accueillir dans la communauté nationale et pas à côté de la communauté nationale des personnes qui viennent surtout d'Afrique du Nord, d'Afrique en général, et le discours de Ahmed qui est un discours très républicain. Hein, moi, ça m'a touché, c'est-à-dire que j'ai trouvé que de dire, écoute, voilà, je suis d'origine marocaine, mais j'ai le désir d'être français et pas un français à part. Donc le parti UDLEF s'est fondé sur des valeurs centrales de la République. Hein. Dans UDLEF, il y a Union pour la démocratie, liberté, égalité, fraternité. Donc moi ça me plaisait. Comme on peut constater sur notre liste, il y a peut-être 80 personnes originaires d'Afrique du Nord, soit par leurs parents, soit parce qu'ils sont arrivés en France plus tard, mais qui se revendiquent d'abord comme français. Et la dimension religieuse qui intéresse tout le monde, elle est renvoyée dans la vie personnelle de chacun. Et ça, c'est moderne comme approche. Alors, ce parti, pour sa première sortie, il participe aux européennes qui sont tenues tout récemment. C'est la première sortie, c'est ça? Je pense que c'est même un petit miracle, en fait. C'est un petit miracle parce que pour constituer la liste de 79 personnes, quand on a un parti jeune, un parti de citoyens, de la société civile, c'est pas évident parce que il y a des gens qui peuvent être sympathisants, mais qui n'ont pas nécessairement envie de mettre leur nom sur un bulletin parce qu'ils ont peur du regard des autres, ils ont peur du qu'en dira-t-on. Donc déjà, ça c'est un vrai verrou. Ensuite... Alors, avant d'arriver à la suite, qui sont ces gens qui ont peur du regard des autres? Est-ce que ce sont des Français de souche ou est-ce que ce sont des Français d'adoption, de la diversité? Je pense qui ont peur du qu'en dira-t-on? Un peu tout le monde, et puis il y a ceux, je pense à ma sœur par exemple qui était prête à être candidate. Bon, elle a épousé un Sénégalais, donc elle était sensibilisée à nos sujets. Plein dans la diversité. Voilà, j'ai donc des neveux qui ont la nationalité sénégalaise et française, et elle a posé la question à sa banque, est-ce que la déontologie s'opposait et on lui a plutôt recommandé de ne pas s'engager. Dans une banque. Dans une banque, oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on a dit, madame, vous êtes directrice d'agence, vous siégez au conseil d'administration, c'est peut-être mieux de ne pas s'engager. C'est mieux de rester discrète. Mais elle aurait pu, si elle s'était engagée dans un autre parti, on ne lui aurait pas tenu ce langage, non? Sincèrement, non. Je pense que c'est même pas sûr qu'elle ait dit de quel parti il s'agissait. En plus, centre droit, sur des valeurs centrales de la République française, c'est vraiment pas provocateur. Le risque, c'est plus une sorte de timidité ou d'anxiété sociale, la peur de s'affirmer, de dire voilà... Parce que participer à une joute électorale, c'est un combat, hein. C'est aller au combat, carrément. Il faut avoir... Oui, mais j'ai tendance à penser que, pour un entrepreneur, en fait, prendre des risques, c'est risqué,
ne pas en prendre, c'est un risque encore plus grand. Et, ça, c'est la devise du bon entrepreneur. Ah oui, oui, on a intérêt à ne pas être une cible immobile. Il faut bouger. Exactement. C'est comme en boxe. Oui. Alors, donc, ce parti UDLEF a constitué une liste où on a trouvé des blacks, plutôt un black ou une black, des beurs, hein, des arabes d'origine et des français de souche. Un melting pot qui fait un petit peu le charme de cette liste. Moi, je dirais qu'il y en a qui deviennent souches par adoption. C'est-à-dire qu'ils deviennent français de souche par naturalisation. Parce que c'est le cœur, en fait, qui détermine l'appartenance à la communauté nationale. Ce n'est pas tellement les origines. Absolument, voilà. Absolument. Alors, est-ce que vous êtes implanté dans toute la France ou uniquement en Île-de-France? Alors, le parti UDLEF, aujourd'hui, c'est environ 30 000 sympathisants. En combien de mois? En l'espace d'un an et demi, 2 ans. Et j'espère que vous aurez le plaisir bientôt de recevoir Monsieur Ahmed Larkim, mais oui, il a participé à la création au Sénégal d'un comité de soutien à la candidature d'Alassane Ouattara. On est en train de créer des réseaux vers l'Afrique, y compris vers l'Afrique subsaharienne. Moi, j'ai eu la chance l'an dernier de rencontrer le maire de Tirana en Albanie, qui est un pays à 90% musulman dans l'Europe des Balkans. Je lui ai dit que j'étais a priori favorable à promouvoir l'intégration de son pays dans l'Union européenne, ce qui l'a beaucoup touché d'ailleurs. Ça prendra un peu de temps. Les Balkans, c'est un peu sensible. Oui. Mais ça va se faire. Alors, donc, pour ces élections européennes, vous êtes entré avec 80 personnes, une liste de 80, ça, 79 79. 79. Le score n'a pas été mauvais. Écoutez, il aurait pu être beaucoup plus important si notre imprimeur déjà avait accepté de dispatcher nos 4 millions de bulletins, donc 14 tonnes de bulletins, ailleurs qu'en Île-de-France. Donc il nous a dit je peux livrer, mais seulement en Île-de-France. Donc il y a 4 millions d'électeurs en Île-de-France, mais nous aurions voulu en fait distribuer les bulletins à Marseille, à Lille et à Lyon. Alors, ce parti de la diversité, c'est un parti qui brasse large. Hein? Donc, vous avez une forte communauté française d'origine étrangère. Vous avez des Portugais, des Italiens, des Polonais, des Russes et des Africains, donc des Nord-Africains. Donc, vous voyez bien, la France, et ça, c'est un pays multicolore. Si vous allez brasser un petit peu dans toutes ces communautés, vous devenir un grand parti. Oui, je pense que le potentiel électoral de l'UDLEF est de 15% de la population française. C'est 15% de l'électorat. Voilà. C'est un parti qui a un potentiel de gouvernance, en fait, qui peut tout à fait, dans des élections nationales, peut-être un jour au présidentiel, porter un candidat qui serait un candidat sérieux. Alors, comment vous voyez maintenant votre position de parti une fois ces européennes passées? Ça vous a donné quand même, ça a aiguisé l'appétit, non? Ah oui, d'abord il y a les élections locales qui vont avoir lieu, donc municipales. Oui. Et puis ensuite, bien sûr, les législatives. Et puis, bien sûr, après, peut-être allons-nous porter un de nos membres comme candidat à la présidence de la République. Oui. Mais surtout, les municipales, vous pouvez jouer un grand rôle avec votre diversité. Quand on voit un petit peu dans les banlieues, dans beaucoup de villes françaises, quand une importante communauté d'origine étrangère, qui peuvent être soit vos militants, soit vos sympathisants. Si vous sortez de l'Île-de-France, vous avez beaucoup de chances de réussir. Quand même. Voilà, alors notre souhait est bien sûr de porter la voix de cette frange de l'opinion publique, mais de s'adresser à eux d'une façon très républicaine.
pas communautariste. C'est-à-dire, l'UDLEF, c'est leur parti, il leur appartient. Et c'est dans l'UDLEF que se dissout le communautarisme, normalement. Bien sûr, et c'est pour ça, j'en profite un peu de l'audience de votre chaîne, c'est d'inviter tous ces jeunes d'origine algérienne, marocaine, sénégalaise, ivoirienne, togolaise, asiatique aussi, de nous rejoindre. Ils auront accès en première ligne lors des élections à venir. Ils seront candidats, ils seront nos candidats à la mairie de Marseille, ils seront nos candidats dans leur municipalité et demain au conseil régional et partout ailleurs. C'est leur parti. Nous sommes en train de le créer, le faire grandir pour leur ouvrir des portes. Parce que ces gens-là qui sont issus de la communauté étrangère, qu'on le veuille ou pas, ils ont toujours fait l'objet de marchandages des grands partis traditionnels. Hein, et ils ont même été le fonds de commerce de certains partis traditionnels. Mais ils n'ont jamais eu quoi que ce soit en retour. Le retour principal, c'est d'être traités comme des autres Français. Voilà. C'est d'être des Français à part entière. Bon, la question de l'origine est une question qui n'est pas taboue au sein de l'UDLEF, qui n'est pas tabou non plus pour moi parce que je suis d'origine bretonne. Et les Bretons, on a une façon très particulière de se sentir français. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de mes grands-parents, leur langue maternelle n'était pas la langue française, c'était le breton, c'est une langue celte. Et donc on est français sans ambiguïté. Je pense en Algérie, vous avez les Kabyles, on a une très grande ressemblance. Oui, ouais, donc, il y a une diversité en Algérie, comme elle est en France, c'est un petit peu aussi les Corses. Oui. Qui ont aussi leurs propres spécificités. Donc vous n'avez pas de tabou de l'origine, hein, contrairement aux partis traditionnels qui étouffent ces revendications, si on ose les appeler ainsi, hein, d'origine. Et en fait, on les étouffe pour que ce ne soit pas visible. On voit par exemple, quand on établit une liste dans le 18e arrondissement de Paris, où il y a une forte communauté d'origine étrangère, on ne donne jamais la première place et la tête de liste à un candidat originaire de la diversité, appelons-le ainsi. À l'UDLEF, ça ne risque pas de se poser. Alors, l'UDLEF, c'est un peu particulier, je dirais, Absolument. parce que je suis... j'ai été choisi par Ahmed Larkim, notamment, pour être tête de liste. C'est pas moi qui le lui ai demandé. Oui. Donc c'est lui qui m'a désigné. Et puis les membres du parti ont accepté et ont approuvé cette décision. Donc c'est Ahmed, en l'occurrence, qui a fait preuve de générosité à mon égard, qui m'a permis d'avoir cette promotion comme tête de liste. C'est perçu comme ça, de votre part? De ma part, oui, parce que moi, je suis indifférent, en fait, à la question des origines ou des couleurs de peau. C'est-à-dire, je vois la personne. C'est pour ça que je me sens comme libéral et plus plein du temps. Oui, voilà, et plus préoccupé par la personnalité et l'histoire de chacun que par les les grandes structures collectives, qu'elles soient idéologiques comme le communisme ou autres. Voilà. Alors, le parti, est-ce qu'il va se structurer d'ici les prochaines échéances électorales, notamment les prochaines municipales? Parce que si ce parti se structure, il va présenter des candidats aux municipales dans des régions à forte communauté française d'origine étrangère, risque de faire mal. Il risque de bousculer un petit peu cette hiérarchie qui commence à vaciller ces derniers temps. Je pense qu'il va faire beaucoup de bien.
Il fera aucun Oui. mal, il fera beaucoup de Non, bien. pas mal Voilà. à la hiérarchie établie. Je vous comprends, je vous comprends. Il va bousculer des rentes de situation. En France, on est un peu comme en Inde, avec un système de caste. Et lorsqu'on est d'origine sociale ou un peu modeste, qu'on n'a pas les réseaux parmi les élites, ben la porte se ferme. On n'accède pas à la cabine de pilotage. On est toujours dans la soute, en fait, si vous voulez. Même pas en place économique, on est dans la suite. Oui, ça peut. C'est-à-dire que c'est extrêmement vertical, très. Voilà. Donc, je pense que des gens qui ont une couleur de peau ou un accent et tout ça doivent le ressentir de façon encore plus violente. Mais c'est toute la société française qui fonctionne comme ça. Il y a peu de mouvements. Ce qu'on appelle l'ascenseur social, c'est une fracture sociale. Mais ce discours, pratiquement, on ne l'entend pas dans les médias français, on ne l'entend pas dans les débats politiques. Plutôt, il y a pratiquement une dominance du Rassemblement national, d'ex-Front national. Son discours est dominant. Sous prétexte qu'on veut le combattre. Mais on donne quand même une primauté à ce parti, à ce débat. Le discours que vous développez ici, pratiquement, il est même tabou. Je pense qu'il est tabou et on a fait un recours la semaine dernière auprès du tribunal administratif pour que je participe au débat national sur le service public, sur France Télévisions, et on a eu un refus. Le magistrat qui a étudié notre demande, notre requête, n'a pas donné une suite favorable. Donc j'ai pas été convié. C'est là que s'est jouée l'élection. Il y avait un public de peut-être 20 millions de personnes. On n'a pas eu accès. Alors, pourquoi vous n'avez pas eu accès ? Je pense qu'on ne correspond pas à la stratégie de notre président de la République, Emmanuel Macron, qui est de polariser la vie politique française. Donc, le principal promoteur du Rassemblement national en France, c'est le parti En Marche. Parce que depuis les années 1985, le parti surtout de gauche, le PS, aujourd'hui En Marche, essaie de faire monter le Front National pour ensuite gagner au deuxième tour, en disant, voyez, ils sont très mauvais, et nous, on est du côté du bien. C'est un petit peu l'éventail qu'on sort aux gens. Oui, et ça marche. Ça marche. Ça a marché, que ce soit au profit de Giscard, ou au profit de Macron, ou au profit toute personne qui passe au deuxième tour lors des élections présidentielles est assurée d'être président. Parce qu'il y a une unanimité, pratiquement une coalition contre le Oui, parce que globalement, le mouvement national, en tout cas le Rassemblement national, ça pèse pas plus de 30-35%. Et même parmi eux, il y a beaucoup qui ont une motivation purement économique. C'est des anciens communistes qui ont basculé. Enfin, c'est un communisme avec une dimension identitaire. Mais c'est un formidable, disons que le président Macron considère que l'adversaire qui est Marine Le Pen, c'est sa meilleure adversaire. Donc il fait tout pour qu'il n'y ait pas d'autre. C'est l'ami intime. L'ennemi intime. Voilà, oui, vous avez raison, c'est presque une amie, enfin c'est un couple en fait. Oui. C'est-à-dire tellement ils s'entendent bien, ils se renvoient la balle, ils s'entendent bien aussi. J'ai pas entendu ni Marine Le Pen ni le camp de Macron revendiquer pour les jeunes listes aux européennes une place dans les débats. Tout le monde s'est parfaitement arrangé entre soi. Donc la vie politique française s'est vraiment structurée autour de ces deux partis. Et nous qui ouvrons une porte en fait à des Français de toutes origines pour participer au débat public et pour accéder à des mandats et porter la voix de la France au niveau de l'Europe, la porte leur est fermée. Alors, il y a une grille de lecture pratiquement au niveau des médias français et dans laquelle vous n'êtes pas intégré. C'est ça qui fait que vous êtes expulsé de facto des plateaux des grands débats.
Oui, oui, je pense que, vous voyez, en fait, comment l'expliquer? C'est-à-dire, le parti, enfin, les partis de gouvernement en France, le PS, auparavant, François Hollande, aujourd'hui Emmanuel Macron, ont une vision des Français d'origine maghrébine, par exemple, qui pose un peu de problème en fait. C'est-à-dire que souvent la revendication religieuse est mise au premier plan. Or, c'est pas la majorité des gens. Évidemment, la plupart des personnes concernées ont une vie religieuse, intime, personnelle, mais ils ne souhaitent pas la porter dans le débat public. Donc la laïcité, c'est de l'oxygène, c'est ce qui nous permet de coexister, même si on n'a pas les mêmes religions. Alors, c'est pour ça, comme on a vu la dernière fois, au cours du débat qu'on avait fait autour des Européennes, vous mettez beaucoup l'accent sur la laïcité. Mais en fait, j'ai mis du temps à venir. Je crois que j'ai souscrit à cette idée. Vous voyez, la République française, la Constitution 58, c'est écrit que la religion ne reconnaît, enfin la Constitution ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Alors ça signifie au quotidien que l'État n'est pas connoté. C'est-à-dire que l'État... Implicitement, c'est un État laïque. Voilà, c'est sans que ce soit annoncé, c'est implicite. C'est le contrat social, c'est ce qui nous permet d'exister tous ensemble et que la France, qui est membre du Conseil de sécurité, qui est un des piliers de l'Union européenne, peut accueillir toute cette diversité en son sein dans une même communauté nationale parce qu'il y a cet espace de liberté qu'on appelle la laïcité. Évidemment, c'est pas toujours facile à expliquer pour des gens qui viennent de pays où le religieux est inscrit dans la Constitution. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Je pense peut-être à l'Algérie. Dans la Constitution mentionne la religion musulmane, ce qui est très bien, c'est le choix de l'Algérie. Dans le cas de la France, il y a une conquête qui s'est faite de cet espace de liberté qu'on appelle la laïcité et qui nous ouvre un espace qui nous permet, vous et moi, de nous rencontrer aujourd'hui, de débattre en toute amitié. C'est-à-dire que parce qu'il y a cet espace de respect mutuel, et c'est comme ça que moi, je définis la laïcité. Le président du parti, l'UDLEF, est un musulman pratiquant. Oui, tout à fait. Il me l'a confirmé. Et puis d'ailleurs, comme c'est en ce moment le mois du Ramadan, je sais qu'il observe le jeûne, tout à fait. C'est le cas également de M. Marouane Harouche, notre colistier en 4e position, de Dounia-Zed Mesli, qui est d'origine de Tlemcen, qui est franco-algérienne. Donc, mais ça pose pas de problème, en fait. Il n'y a pas de débat. Donc l'UDLEF n'a pas à s'emparer de ce sujet. Finalement, ça ne concerne pas notre parti. C'est-à-dire qu'un Maghrébin, un Africain qui vient s'encarter dans l'UDLEF ne risque pas de se sentir un petit peu regardé, visé. Il n'est pas une attraction par rapport aux autres pour sa religion. En aucun cas, enfin, pour l'UDLEF, d'abord, lui va l'accueillir et lui offrir un espace d'expression, et puis demain, lui permettre de défendre ses valeurs, ses idées, ses principes, et de participer à la vie politique de la France, et pas dans un second rôle. Alors, pas dans un second rôle, mais on voit aujourd'hui, à travers votre discours, à travers cet entretien, la démocratie française n'est pas aussi saine qu'on ne le croit. En fait, c'est la nature humaine. Je pense qu'il y a l'idéal auquel chacun de nous croit, et puis après il y a le réel. Et le réel, c'est plutôt un lieu de compromis, pas de compromission, mais de compromis. C'est-à-dire que quand même, on s'accommode avec sagesse des faiblesses de notre humanité et puis de nos interlocuteurs, de nos concurrents aussi dans les débats. Alors, pour conclure, Christian. Sur le plan professionnel, on peut dire que vous avez relevé le challenge.
Vous avez réussi, tant mieux pour vous, félicitations. Merci. Sur le plan politique, vous êtes en voie de gagner aussi, en voie de relever le challenge. Je pense que notre parti politique, l'UDLEF, et je dirais même moi personnellement, oui, c'est le début d'une histoire qui peut, on se donne pas de limite. Donc beaucoup d'échéances électorales sont à venir. On aura des candidats dans toutes les grandes villes de France, aux législatives et peut-être, moi je l'espère franchement, aux présidentielles. Autant d'échéances électorales, autant de tests, autant d'examens. En fait, à un moment, chacun d'entre nous est obligé d'écouter son intime conviction. Et je pense, mon intime conviction me dit que les valeurs qui sont les nôtres seront à un moment centrales dans la vie politique française, voire même européenne. La diversité est un des aspects, une des facettes de cette vision politique. Alors, pour terminer, parce que vous êtes un petit peu un parti atypique en France, avec cette histoire de diversité. Le seul parti, jusqu'à maintenant, à avoir soulevé sans tabou la question de la diversité, avoir créé un espace pour cette diversité, pour que cette France qu'on voit dans les équipes de football, de basket, de hand, dans les équipes sportives, soit aussi dans la vie politique. Cette France aussi politique doit ressembler à la France sportive. Alors, l'UDLEF, est-ce que vous allez continuer vraiment dans cette voie ou à un certain niveau, vous allez dire, pour tenir compte de certaines sensibilités, de certaines, appréhensions, il faudrait aussi limiter un peu cette histoire de diversité. Alors, je ne pense pas du tout. Je pense que c'est dans l'ADN de l'UDLEF d'être ouvert à la diversité, de promouvoir la diversité, parce que ça fait corps, en fait, avec le projet français. La nation française moderne, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la francophonie, qui est l'horizon de la nation française aujourd'hui, de cette nation qui se renouvelle, qui respire, qui accueille des nouveaux compatriotes, parce que cet espace de la francophonie, c'est un espace où la diversité, elle est constante, elle est omniprésente. On va du Cameroun, du Congo, de la RDC jusqu'à Bruxelles. C'est ça l'espace de la francophonie. Demain, ça fait un demi-milliard d'habitants, peut-être plus. Donc c'est l'espace où les gens ont la langue française en héritage, même si ce n'est pas la première langue, mais souvent le cas. Vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Oui. C'est parce que quand on prend l'exemple du Front National, qui faisait du nationalisme pur et dur, un chauvin même, son credo pendant très longtemps, mais vu les circonstances, il change de fusil d'épaule et il va jusqu'à même changer d'appellation pour s'appeler Rassemblement National, et qui essaie un petit peu de tempérer son discours, de modérer son discours, notamment sur l'antisémitisme, sur le religieux, sur la laïcité. Donc, on adapte son discours en fonction des circonstances. Est-ce que c'est pour ça, donc? Est-ce que ça risque pas d'être le cas de votre parti? Non, je pense sûrement pas. Sûrement pas, et parce que, en fait, effectivement, les circonstances peuvent nous changer, mais ils ne nous changeront pas dans cette direction. Je pense qu'ils peuvent nous faire évoluer plutôt vers une vision plus internationale, plus globalisante. Et c'est pour ça qu'on a un tel avenir. C'est parce qu'on n'est pas seulement tourné vers les frontières de l'Hexagone. On a un regard sur tout cet espace de la francophonie. D'où nos projets de créer Erasmus Afrique au niveau de l'Europe, pardon. Et puis, comme je disais, de participer à des rencontres au sommet avec des chefs d'État africains, avec leurs homologues européens, et de lever des financements pour des grands projets d'infrastructures en Afrique. C'est une formidable opportunité
pour l'Europe d'ouvrir des nouveaux marchés et pour les Africains d'accéder à un niveau de vie comparable à celui de l'Europe en l'espace peut-être de quelques dizaines d'années. Eh bien, j'espère que vous réussirez dans cette entreprise politique, comme vous avez réussi dans votre entreprise économique. Et sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Histoire des parcours. Au revoir.